Pistonnés, l'émission qui, comme une Brown GP, n'a pas de sponsor, mais va très très vite et très très fort. Bienvenue pour cette nouvelle émission, pour cette nouvelle semaine. Et on va revenir sur un Grand Prix tout à fait particulier ce week-end, avec notamment notre ami Pierrot Despiello qui est avec nous. Salut Pierrot. Salut mon cher Manu, si on est comme Brown GP, j'espère qu'on va finir la saison et qu'on va aller un peu plus loin quand même, ce serait pas mal. Bah écoute, plus de 100 000 vues quand même en 24 heures. Je dis pas qu'on est champion du monde, mais en tout cas c'est un beau score, n'est-ce pas monsieur Hamza Ramani? Est-ce que ta vie a changé depuis la semaine dernière? Absolument. Absolument. C'est vrai. Maintenant quand je vais acheter du pain, c'est gratuit. C'est cool. Et tu mets des costards maintenant. Brice Germain, vous l'avez entendu, vous l'avez reconnu également avec nous. Salut Brice. Ouais, salut, j'espère que notre Brown GP est la base de la Mercedes qui suit. Ça pourrait être pas mal. Ah ouais. Tu vises l'hégémonie pour les pistonnés, c'est ça? J'espère. Oui, on a pris un On peu te la le grosse souhaite. tête. On a pris un peu la grosse tête depuis une semaine. Et merci à tous pour votre fidélité. Et merci d'avoir été avec nous, surtout. On l'a dit, près de 100 000 vues en 24 ans. On était très contents. Merci Pierre Gasly. On peut le dire, c'est aussi grâce à lui. Surtout grâce à lui. Le sommaire de cette nouvelle émission, les amis, vous allez le voir, on va se régaler. Et ce sera presque une spéciale Ferrari aujourd'hui, avec le débrief déjà d'un Grand Prix de Toscane qui a été marqué par 3 restarts, par une safety car et 2 drapeaux rouges. Il y aura donc des choses à dire. Le carambolage du premier restart, ce sera justement le sujet du décryptage de Alex Caldi. Et puis, un débat d'histoire, un débat d'actualité autour de la Scuderia Ferrari. Une Scuderia indigne de Ferrari, c'est la question bien sûr qu'on vous pose aujourd'hui. Mais avant cela, le tour de chauffe, la grosse news, on peut le dire, du début du week-end, c'est la signature de Sebastian Vettel du côté d'Aston Martin pour la saison prochaine. On a eu quelques éléments sur ce contrat, un contrat qui devrait durer pour 2021, voire 2022, 2023, 15 millions de dollars à la clé annuelle pour Sebastian Vettel avec un rôle d'ambassadeur assez élargi au sein de la marque Aston Martin. On rappelle que le marché allemand est clé pour le cas bien sûr de Aston Martin et une clause de sortie qu'il peut activer dès la fin de la saison 2021. Vettel chez Aston Martin, votre avis les amis, j'ai envie de tout savoir. On va faire comme la semaine dernière, un départ sous safety car, c'est-à-dire que c'est un tour de chauffe un peu élargi. C'est une très bonne chose pour Sébastien Vettel dans le sens où il trouve une porte de sortie au marasme que Ferrari lui a proposé ces dernières années. Il arrive dans une écurie qui va avoir de l'argent, il arrive dans une écurie en plus qui a une voiture qui est toute faite by les champions du monde. Donc c'est une très bonne chose et en plus de ça, les châssis typés Mercedes vont plus lui convenir à son type de pilotage. Donc en fait c'est un choix qui est réfléchi sur le fait qu'il ne va pas retrouver normalement un pilotage comme la Ferrari qui va lui poser des problèmes. Après, la problématique aussi avec Aston Martin, c'est que on attendait aussi un Vettel qui soit chez une écurie constructeur, qui soit chez une écurie en fait qui fait tout elle-même et qui soit à la hauteur en gros d'un quadruple champion du monde. C'est un petit peu entre guillemets moche de le voir partir chez une écurie cliente à ce point, on va dire. Alors, je suis assez d'accord avec Brice, mais pas tout à fait, comme d'habitude. Non, mais en fait, simplement, la chose, c'est que c'est bon et pour Vettel et pour Aston Martin. Il fera un très très bon ambassadeur dans le sens où tu lui mets un costard avec le nœud pape, et puis alors là, tu pourrais croire à James Bond. Sous certains angles, on va dire. Mais derrière, en fait, contrairement à ce que dit Brice, je trouve que c'est bien parce que on part d'une presque quasi feuille vierge, d'une feuille blanche finalement, où on se dit, il y a tout à construire et c'est pas comme Ferrari, on doit reconstruire. Et c'est pas la même chose. Et donc, du coup, peut-être que là-dessus, ça va être finalement la bonne pioche pour Sébastien. J'espère revoir Sébastien Vettel. Moi, je me suis toujours posé cette question lorsqu'il a quitté Ferrari. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à performer ailleurs? Ça n'a pas trop marché chez Ferrari, on verra chez Aston Martin s'il pourra répondre à cette question. Et puis, éventuellement, ça peut aussi lui offrir une porte d'entrée chez Mercedes, si Mercedes reste en F1, et si Lewis Hamilton, mais ça c'est vraiment à plus long terme. Il y a quand même une réflexion qu'on peut se faire, les amis, c'est que moi, limite, maintenant que Sébastien Vettel a signé chez Aston Martin, je serais limite pressé, où j'aimerais voir l'appareil photo, le fameux appareil photo Racing Point ressortir et voir peut-être une W11 l'année prochaine. Alors, on sait que ce ne sera pas le cas, mais on est presque tous à l'espérer, non? Pas vous? En tout cas, ce que je pense, c'est que Vettel, lui, a vu l'appareil photo. Parce qu'il n'aurait pas signé un contrat qui est 2,5 fois moins juteux pour lui dans une écurie qui vient de naître s'il n'avait pas quand même quelques garanties. Et je pense sincèrement que oui, c'est même presque la preuve ultime qu'il y a des photos, il y a plus que des photos qui sont prises. Sur cette saison 2020 et éventuellement sur 2021, passer de Ferrari à Racing Point, Aston Martin, c'est une progression, qu'on le veuille ou non.
sportivement. Oui, bah pareil, de toute façon, en fait, encore une fois, la base, l'environnement va être beaucoup plus sain que chez Ferrari, et à partir de là, c'est gagnant. Déjà rien que là-dessus, et puis derrière, il y a un esprit peut-être plus anglo-saxon, germanique, qui va peut-être plus lui convenir qu'un esprit un peu plus latin, où ça peut parfois être un peu plus compliqué. On aura l'occasion de revenir sur le projet Aston Martin. On n'en a pas encore parlé chez les pistonnés. Il y a plein de rumeurs qui bruissent. Une possible arrivée de Toto Wolff. Et on a dit également une possible arrivée d'Adrian Newey. C'est l'énorme rumeur, en tout cas, de ce week-end. On aura l'occasion d'y revenir dès qu'il y aura des officialisations et du concret, comme d'habitude. Nous, on attaque tout de suite avec le débrief du Grand Prix de Toscane. Il a été mouvementé, voire chaotique. On en parle tout de suite. Une 90e victoire pour Lewis Hamilton dans une course, on va le dire, qui a été très, très mouvementée, je vous le disais, et chaotique. On a eu 3 restarts sur départ arrêté, une safety car, 2 drapeaux rouges et la 90e victoire du coup de Lewis Hamilton devant son coéquipier Valtteri Bottas. Le premier podium de la carrière d'Alex Albon. Ricciardo et Renault n'étaient pas très loin mais échouent à la 4e place. Perez et Norris aux 5e et 6e place. À noter également 2 Ferrari tout de même dans les points pour le 1000e Grand Prix de la Scuderia et Raikkonen qui prend la P9 malgré sa pénalité. Ceci nous emmène tout simplement aux 4 enseignements de cette course. Le premier enseignement sera une question: faut-il revenir au Mugello dès l'année prochaine? Albon a attendu, Renault attendra, ce sera le deuxième enseignement. Bottas, l'énergie du désespoir, on reviendra sur le week-end du Finlandais. Et puis un 4e enseignement que Brice Germain va découvrir aujourd'hui, c'est Alpha et le cadeau des commissaires. Ça reste un mystère, ça va bien sûr, ce mystère va s'évaporer dans quelques instants. On attaque tout de suite sur le Mugello, parce qu'il s'en est passé, je le disais tout à l'heure, des choses. On a vu un circuit plutôt typé moto, avec des virages très rapides, des courbes à fond, une piste plus étroite, mais surtout pas d'épingles, pas de chicane serrée comme on a l'habitude de le voir en Formule 1. Un circuit dit à l'ancienne, avec peu de zones de dégagement et surtout des bacs à sable qui ont été très piégeurs et où la moindre erreur se payait cash. Un circuit, on l'a vu, qui plaît aux pilotes, mais tout de même très éprouvant physiquement. Et surtout, on a eu le droit à un Grand Prix chaotique. Regardez la vie de Lando Norris, justement, sur ce circuit du Mugello. Ces virages à haute ou moyenne vitesse mettent les qualités physiques du pilote à l'épreuve. On est vraiment à la limite. Ce n'est pas le mieux pour la course. En dehors que dans la ligne droite, c'est impossible de dépasser, comme la Hongrie, d'une certaine manière. J'ai beau détester qu'il y ait eu des graviers, car j'ai eu un accident et j'ai endommagé la voiture. C'est mieux comme ça. C'est plus compliqué et c'est aussi plus difficile. Lando Norris qui nous donnait son avis sur le Mugello. Votre avis, les amis, sur le Mugello? Est-ce que c'était cool une fois et on s'arrête là, ou est-ce qu'on continue sur le Mugello parce qu'on s'est tellement régalé? Moi, je pense... La Russie, c'est pas cool une fois, 3 fois et on continue. Donc pourquoi est-ce qu'on continuerait pas Il va falloir se mouiller la nuque, semaine prochaine. Alors, en fait, la chose moi que j'ai trouvé très intéressant, c'est, comme tu l'as dit, il y a très peu de virages serrés. Celui, je pense, le plus serré, ça va être le premier virage où on passe à 140. Donc c'est quand même pas mal. Il est bien large. Il est bien large. Plusieurs trajectoires possibles. Mais tout le reste, on descend pas en dessous de la 4e vitesse. Et juste pour la qualif, pour les on-board, je trouve que c'est incroyable. Franchement, on a vu tout le 2e secteur là qui est monumental. Ils prennent 5G d'affilée, ils sont à 2,70 pendant tous les virages. T'es là, tu fais waouh. Ça, on met vraiment. Là, enfin, on a une Formule 1 qui est à l'extrême et qui pousse les pilotes à l'extrême aussi. Donc moi, j'ai kiffé là-dessus. J'ai kiffé aussi que ce soit à l'ancienne et que bien on ait de l'herbe et du gravier pour dire si tu fais une faute, c'est cash et bye bye. Bon, c'est arrivé pour Stroll, c'est arrivé pour Norris, c'est arrivé pour d'autres. Et puis l'étroitesse de la piste qui a fait qu'on a vu un restart un petit peu compliqué. Et qui fait que à 3 de front avec ces F1 qui font 2 mètres de large, ça passe pas toujours et c'est aussi un peu complexe. Ce que j'allais dire, c'est vraiment, il faut revenir ici, je pense, mais pas avec ces monoplaces-là. Il faut certainement attendre 2022 et qu'on ait des monoplaces qui peuvent se suivre, parce que finalement, ce circuit a fait la part belle aux châssis qui pouvaient se suivre et qui pouvaient du coup se retrouver dans la dernière courbe près de l'autre pour aller derrière mettre la puissance moteur et dépasser. Aujourd'hui, avec ces monoplaces-là, c'est très compliqué d'avoir du spectacle sur un circuit comme ça. C'est parce qu'il y a eu les crashs qu'on a eu du spectacle et que du coup, tout le monde a été tout le temps rapproché. Néanmoins, on a quand même vu en début de course que ça s'étirait quand même un petit peu et que les voitures avaient du mal à se suivre. Donc, c'est une belle première édition qui a été masquée par ce qui s'est passé. On peut avoir une purge au Mugello, c'est possible. Mais avec d'autres monoplaces qui peuvent se suivre, ça peut donner une très très belle course. Encore une fois, je préfère avoir une purge au Mugello où chaque erreur Je suis d'accord.
va te coûter du temps, Oh. à défaut d'un crash, ça va te coûter du temps, parce que si tu sors dans les graviers, tu perds du temps, plutôt qu'avoir une purge à Sochi, enfin à chaque fois je parle de Sochi, mais il y en a tellement des circuits. Après, il y a Tu veux pas un citer élément, Paul Ricard, c'est ça? par exemple, il y en a beaucoup. Après, autre exemple, quelque chose d'important aussi au niveau, tu parlais de spectacle. Les pilotes prennent un plaisir fou. C'est ce qu'on lit, C'est la base, Et Alors, c'est depuis- communicatif. Exactement. C'est la base. Hein. Maintenant, c'est la base, effectivement, parce que ce sont eux les principaux et les seuls protagonistes, parce que nous ne sommes que téléspectateurs derrière notre télé, Bien malheureusement. Maintenant, on peut aussi améliorer le spectacle pour le téléspectateur. Si tu as une course, comme tu dis, où tu as très peu de dépassements, parce que moi, personnellement, j'avais cette crainte par rapport à ce Grand Prix et cette course, et finalement, il y en a peut-être eu un peu plus que ce que je pensais de base. Ah ouais. Mais est-ce que c'est pas la réalisation de s'occuper, d'essayer de montrer plus de spectacles avec davantage de on-board, par exemple. Un Lewis Hamilton en pleine course ou un Lance Stroll ou peu importe. Un pilote dans le deuxième secteur hyper rapide, plutôt que de montrer des plans larges où tu as des pilotes des voitures qui roulent et t'as pas cette sensation de vitesse. La réalisation, waouh, j'ai du mal. La réalisation peut apporter et peut aider le spectacle pour le téléspectateur. Le problème de la sensation de vitesse vient pas du circuit pour le coup, parce que en qualif, on a vu à quel point c'était spectaculaire. Et non, ça vient simplement de cette foutue réglementation qui fait que, et de ces foutus pneus qui font qu'aujourd'hui on doit économiser. La différence de rythme en course et en qualif, elles avaient l'air lourdes ces monoplaces, elles avaient l'air lentes ces monoplaces en course par rapport à la qualif. Et au final, tu vois que le circuit, c'est un outil qui te propose du spectacle. Et derrière, l'adaptation des écuries par rapport à un règlement, par rapport à des pneus, fait que peu importe où on les amène, ça peut être vite très chiant. Mais un on-board avec une voiture lourde, 30 secondes, un on-board avec une voiture lourde, ça apportera quand même plus de spectacle qu'un hélicoptère qui prend avec sa caméra. ok. Moi, je trouve qu'on a eu cette sensation, justement, comme le disait Hamza, de vitesse, dans le sens où on voit que ça passe. De danger même, j'ai envie De de te danger dire. même, à 2 mm du gravier, et que on sait que l'erreur, elle se paye cash, contrairement à d'autres circuits, où là, on se dit. Ah, il s'approche d'une ligne blanche. Bon, la parabolique à Monza, ça a été un sacrilège. Maintenant, ça y est, il a coupé. On a vu les capteurs, machin. Non, là, quand on les voit frôler le gravier, on se dit, quand Russell passe dans les graviers en qualif à 2,70, là, tu as les chocottes et tu dis, le gars finit son tour. Et c'est là où tu as finalement cette sensation, cette émotion du sport qu'on avait dans les années passées, qu'on n'a plus trop aujourd'hui avec ces nouveaux circuits, qui sont des circuits modernes, qui sont faits pour ces Formule 1 modernes, malheureusement, et où finalement, on t'enlève cette sensation de presque, j'ai envie de danger, mais qui est palpable, alors qu'aujourd'hui, sur plein de circuits, la sensation de danger est beaucoup moins palpable, et peut-être que nous, ça nous empêche de nous plonger à fond dedans et de se mettre à la place du pilote pour comprendre ce qu'il ressent. Et il y a un petit paradoxe, c'est qu'il y a une sensation de danger, certes, mais pour autant, je les trouve plus safe, ces circuits-là, où par exemple, on a une Parce qu'ils sont moins à la limite aussi. Ils sont obligés d'être un cran en dessous. S'ils sont trop à la limite, c'est 2,70 dans le Exactement, mur. mais par exemple, ce qui est arrivé à Lance Stroll, heureusement qu'il y a un gravier, un bac à gravier. Ah oui, Heureusement, très clairement, il est grand, oui, ce Donc, bac à en fait, il y a une sensation pour le téléspectateur de danger dans le sens où l'erreur est impardonnable, enfin, elle n'est pas pardonnée. Et d'un autre côté, en fait, ça sécurise. Parce que ça pardonne pas les erreurs, mais ça les pardonne pas assez tôt. Et ça permet aussi d'avoir un crash qui soit, certes impressionnant, mais Atténué, mais on va presque dire. safe. Mm. Parce que Je suis d'accord. la voiture, elle a été très ralentie par les graviers. Elle est peut-être détruite, mais elle a beaucoup plus encaissé en arrivant comme ça, en arrivant ralenti, sur un moment de freinage, plutôt que sur un aquaplaning de Hockenheim où il arrive à 100 à l'heure, et en arrivant à 100 à l'heure, t'as l'impression qu'il C'est peut quand même taper très Ou fort. Danick Viat à Silverstone. Oui, par exemple. Et Exactement. même là, le mur de pneus, il fait pas genre 3 rangées de pneus, il en fait 5. Et quand tu le vois taper, tu vois le pneu qui se tord et le mur qui se tord, l'énergie elle a voiture été qui se absorbée d'une manière. Alors la voiture se tord aussi. Ouais, Mais complètement. Enfin, même. l'énergie a été complètement dissipée. Alors, je dis pas que j'ai envie de me retrouver dans le crash et je le souhaite à personne évidemment. Mais si c'était un mur à la Kvyat à Silverstone, je pense que les dégâts auraient été beaucoup plus impressionnants. Est-ce que le grand regret, on conclut sur le Mugello, c'est qu'en effet, je crois qu'il y en a un de vous qui l'a dit, avec ces longues courbes, enfin ces longues et courbes de rapide, pardon, on ne peut pas doubler, et que le seul endroit où on peut doubler, c'est cette immense ligne droite où DRS plus aspiration, c'est un petit peu too much pour la personne qui est à la défense. Alors, moi, je trouve pas que ce soit un regret. Je trouve que le regret, c'est de pas pouvoir attaquer. Là, pour moi, c'est là le vrai regret. Mais en même temps, il est sur tous les circuits, ce problème-là. C'est pas que typique au Mugello. Ce que j'ai aimé avec ce circuit, c'est qu'il fait la part belle au châssis pendant 90% du tour et que il faut un moteur pour dépasser. Et dans tous les cas, en fait, si on n'allie pas les deux, on peut pas être bon sur cette piste. Et j'ai aimé en fait cette nécessité
d'avoir ces deux aspects et que la voiture finalement la plus complète va s'en sortir. Et ça, c'était très beau pour un circuit qu'on ne connaissait pas et qui débarque et qui arrive et qui montre sa complexité comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que le dépassement, au lieu de le construire sur 1 ou 2 virages avant la zone de dépassement, on le construit sur un tour entier. Oui, C'est c'est vrai ça. aussi. Et ouais. donc, C'est du ça. coup, tu le vois dans le deuxième secteur, les gars ils ralentissent un peu parce qu'ils se prennent un dirtière et que du coup ils se font déventer par la voiture de devant et ils essaient de se dire j'économise, je surchauffe pas mes pneus pour le troisième secteur pour être proche dans le dernier virage et l'attaquer au DRS plus à l'aspiration. Et ce qui était aussi intéressant dans ce premier virage où c'était la seule zone de dépassement, on pouvait aussi bien passer par l'extérieur généralement que par l'intérieur, tout dépendait de on va dire de la physionomie du dépassement en l'occurrence. Donc avoir une seule zone, c'est pas si dérangeant que ça, sachant que tout le reste du circuit est très intéressant d'un point de vue pilotage et d'un point de vue un peu stratégique aussi au niveau du dépassement. On va passer au deuxième enseignement, les amis. On va ouvrir la page Alex Albon parce qu'il fête son premier podium et surtout, il s'offre de l'air, il respire un peu. Alex Albon, le meilleur week-end de sa saison, meilleure qualification en saison, mais aussi en carrière avec cette P4. Le premier podium de sa carrière, meilleur résultat, bien sûr, dans sa carrière en course. Une revanche personnelle après les 2 occasions manquées du Brésil et de l'Autriche. Et puis, surtout, son dépassement plein d'autorité qui montre que le garçon, mine de rien, moralement, il y est encore sur Ricciardo. Alors, est-ce que cela va faire taire les critiques? C'est la question que j'ai envie de vous poser. On a vu qu'Hülkenberg et Pérez ont confirmé avoir discuté avec Red Bull. Il y a cette comparaison inévitable, notamment depuis le week-end dernier avec Pierre Gasly, le soutien quand même affiché de Leclerc, Norris et Russell, et les aveux de Christian Horner. Regardez ce qu'il disait, Christian Horner, samedi après la qualif. Notre voiture peut être un peu sensible à l'arrière, surtout au freinage. Cela rend la vie difficile à Alex, comme cela a été le cas pour Pierre l'an dernier. Nous cherchons à résoudre ce problème pour qu'il puisse avoir plus de confiance. Voilà ce que disait un autre genre de Spice Boy, monsieur Christian Horner. Et regardez ce que disait justement Alex Albon juste à l'arrivée de cette course. Honnêtement, je ne regarde plus les médias. Je sais qu'il y a des discussions. Il y en aura toujours. Ma confiance vient du fait que je peux parler personnellement à Christian Horner et au docteur Helmut Marko. Et je ressens beaucoup de soutien de leur part et de l'équipe également. Le premier Thaïlandais à monter sur la boîte. Pas avare en communication et en langue de bois, visiblement. En tout cas, Alex Albon, est-ce qu'il respire un peu? Est-ce que justement ça va lui permettre d'aborder cette deuxième moitié de saison avec un peu plus de sérénité? Oui. J'espère. Oui, clairement, premièrement, il respire, ça fait du bien. Deuxièmement, il mérite amplement ce podium depuis longtemps. Troisièmement, il a encore une fois, peu importe ses courses, là dernièrement ça a été un peu plus difficile, mais sur ses courses, il s'est attaqué, il sait faire des freinages malgré sa voiture difficile. Et quatrièmement, je suis pas d'accord avec ce que dit Christian, même si on n'est pas dans l'écurie. Encore une fois, la deuxième Red Bull, c'est une voiture qui est plus laboratoire que taillée pour Alex Albon. Et voilà, donc il arrive quand même à sauver un peu les meubles au Mugello quand Verstappen se retrouve dehors avec un problème moteur notamment. Après, il y a des discussions avec Hülkenberg, Pérez, on verra ce que ça donne, mais pour le coup, oui, ils ont eu raison de rester avec lui, mais encore une fois, si on regarde les stats, si on regarde les chiffres, il faut 1 an, grosso modo, pour un jeune pilote aux côtés de Max Verstappen pour arriver sur un podium de Formule 1 avec la même voiture. Donc c'est peut-être la libération dont il avait besoin pour justement continuer et on lui souhaite tout le mal pour ça. Juste précision par rapport à ce que tu disais, ce que dit Christian Horner, entre les lignes, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la voiture elle chasse, c'est parce que c'est un choix de Max Verstappen et que c'est un choix que doit assumer le deuxième pilote. J'espère, comme tu dis, que ce sera une libération psychologique. Parce que personnellement, je l'ai senti peut-être atteint, je sais pas, mais peut-être un peu bridé par le fait justement qu'il n'ait pas eu ses podiums, soit en fin de saison dernière ou en début de saison. Et peut-être que ça a commencé à lui monter sur ses dernières courses. Et le fait d'avoir ce podium, ça va, j'espère, le libérer. Et peut-être que sur cette fin de saison, cette seconde partie de saison, on va avoir un autre Alex Albon qui va pouvoir performer, faire taire les critiques comme tu le disais. Et peut-être on verra si moi ce petit manque, notamment en qualification, cette demi-seconde, on va dire, peut-être devenue réglementaire face à Verstappen, c'est plutôt à ce niveau-là que j'ai envie de voir les progrès d'Alex Albon sur cette seconde partie de saison. Moi, je suis pas autant convaincu que ça qu'il respire. Déjà parce que je pense vraiment que c'est pas l'endroit où il méritait le plus de le faire, honnêtement. Il le méritait avant, il l'a pas eu. Oui, mais bien sûr. Mais après, en fait, je n'ai pas trouvé un énorme mérite à ce podium dans le sens où Il a un gros rythme tout le week-end. moi, je trouve qu'il a un boulevard, vraiment. Je trouve qu'il a un boulevard quand t'as plus Stroll, quand t'as plus de Verstappen. Là, en fait, sa voiture, comme on disait, elle a le meilleur package aéro plus moteur pour être derrière les Mercedes. Donc, à partir de là, en plus, il a 3 restarts, il est toujours donc au contact du paquet.
pour moi, le seul déplacement qui compte pour Albon, c'est celui sur Ricciardo. Il y a Donc, que ce moment-là où pour moi il fait sa course. Mais il le fait. Oui, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est en fait, je trouve pas que ce soit une respiration. Moi, je pense que c'est plutôt un podium qui devait être obligatoire pour lui. Quand on dit si vous voulez respiration, rester. c'est que c'est plus un soulagement qu'une énorme fête. C'est le sentiment que ça laissait à la fin de la course hier. quoi. Mais je ne lui donne pas forcément beaucoup plus de crédit auprès d'Helmut Marko, auprès de à ce moment-là, on donne pas beaucoup plus de crédit à la victoire de Gasly ou à son podium au Brésil. Non, mais il a tenu 24 tours. Oui, non, mais d'accord, mais c'est oui, mais assez comme tu dis, différent. oui, mais il y a pas les Mercedes et il y a pas Verstappen. Bon, Oui, mais avec une Alpha Tauri. ouais, mais Pas avec la deuxième voiture du plateau. Bon. Je comprends. En fait, j'aime pas qu'on parle de mérite sur un podium parce que pour le coup, chaque podium est mérité quoi qu'il arrive parce qu'il faut saisir l'opportunité. Il a fait un dépassement sur Ricciardo qui a quand même un moteur dans cette ligne droite qui est violent. Il lui a mis les freins, il lui a mis un XT. Il s'est retrouvé P7 à un moment donné de la course au premier restart quand il s'est complètement loupé. Il a remonté P3 et avec une stratégie qui a fonctionné. Donc moi, je suis désolé, je trouve que justement, il le mérite tout à fait. Là-dessus, il le mérite. En tout cas, c'était le moment de le faire. C'était vraiment le moment de le faire quand ça fait Verstappen, ça fait 2 courses qui met pas de points, que les anciens coéquipiers de Verstappen, que ce soit Ricciardo ou Gasly, se montrent énormément sur ces dernières courses. Lui, il fallait qu'il soit là à un moment donné quand même. Gasly était revenu à 5 points de lui au championnat et on va pas se le dire, hein, le Gasly et Albon, c'est quand même la petite bataille. Quand tu regardes le classement, Verstappen est tellement loin qu'on va faire un peu le comparatif là-dessus. Si l'Alpha Tauri est devant la deuxième Red Bull, c'est quand même très problématique pour le deuxième pilote Red Bull. Donc effectivement, ça arrive à point nommé. Après, je lui mets pas forcément que 40 crédits de plus à griller pour la suite de la saison aux yeux de Red Bull. Voyons si tu mets un peu plus de crédit à un ancien de la filière Red Bull. Regardez cette déclaration, parce qu'il faut évoquer quand même le cas Daniel Ricciardo et le cas Renault. Sans le drapeau rouge, nous aurions eu plus de chances de conserver la 3e place. On est un peu triste d'avoir été si près du podium, mais c'est un circuit sur lequel nous ne nous attendions pas vraiment à être compétitifs. Et pourtant, on a eu du rythme. Daniel Ricciardo qui était pas très loin de tatouer son boss, Cyril Abitboul. Regret sur Renault, on va aller très très vite, mais c'est ce qui doit prédominer. C'est hyper étrange parce qu'on les attendait à Monza. Moi, personnellement, j'étais déçu. C'est vrai. Je n'attendais pas grand-chose de ce Grand Prix. C'est ce qu'il dit, Daniel Ricciardo aussi. Ouais. Et là, Renault performe. Donc, moi, j'aimerais avoir une explication, en fait, tout simplement. Comment ça se fait? Je suis assez d'accord avec Hamza. Ça me saoule parce que, encore une fois, là, pour le coup, il le méritait aussi, mais. Un peu plus déjà, tu vois. Je sais pas, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu et ils ont 4 dixièmes de retard encore, je pense, sur les Red Bull. Pour aller chercher un podium à la régulière, il faut jouer un petit peu des circonstances de course. Le drapeau rouge qui a desservi beaucoup de pilotes et qui en a servi beaucoup d'autres aussi, parce que ça a servi George Russell qui était devant les 2 Ferrari et qui était dans la zone des points et qui du coup s'est retrouvé derrière. Donc au final, oui, il faut jouer des circonstances de course. On est déçus, mais comme dit Cyril Abitboul, le podium se rapproche, ça arrive, donc on espère que ça arrive avant la fin. Faut que ça arrive avant les fin de la saison. On a toujours dit que pour les écuries du midfield, et notamment Renault, il fallait tout aligner pour réussir une grande performance. Et hier, le châssis était là, le moteur était là, la stratégie était là. La problématique, c'est qu'hier, la chose la plus importante, il ne l'avait pas, à savoir les freins. On a eu un problème avec Esteban Ocon sur les freins, qui a fait qu'il a abandonné. Et sur les freinages de la première courbe au Mugello, on a quand même senti que Ricciardo n'avait pas les armes pour aller lutter face à quelqu'un qui le dépassait, même à hauteur. C'est-à-dire que même s'il n'était pas largement devant, en fait, on sentait que le freinage était plus puissant chez Albon. Les freins de la Red Bull sont spectaculaires. Albon, il allait mettre des freins énormes. Et Ricciardo, qui est un freineur né, ne peut pas faire ça avec les freins de la Renault. Donc, à partir de là, ce qui lui a manqué, c'est aussi en fait, avoir le matériel qui était le plus performant pour ce type de circuit. Il a fait la perf qu'il fallait en tant que pilote. Après, derrière, sa Renault n'était pas forcément typée pour pouvoir se défendre après une ligne droite d'1 kilomètre face à une Red Bull qui a des freins qui marchent du feu de Dieu. Parlons d'un garçon, tu parlais de défendre, parlons d'un garçon qui défend beaucoup, qui s'accroche énormément, mais qui n'y arrive décidément pas. C'est Valtteri Bottas, la force du désespoir, mal récompensé d'un beau week-end, lui qui a complètement dominé son coéquipier de la tête et des épaules du vendredi jusqu'au samedi midi, privé d'un 2e chrono en Q3 avec la sortie bien sûr d'Esteban Ocon. Lui qui a réalisé le départ parfait, mais ça n'aura pas suffi malgré les circonstances de course. Il finit P2, il avait tout essayé pendant cette course, de
demander des gommes opposées à son stand, enfin opposées à celles bien sûr de son coéquipier. Tentative d'undercut à la fin du premier relais. Il passe les softs, je crois, après le deuxième drapeau rouge. Et surtout, il a poussé son coéquipier dans ses retranchements tout au long de la course. Mais on avait le sentiment que dès que Bottas accélérait, Hamilton accélérait et devenait du coup bien sûr intouchable. Regardez ce qu'il déclarait Valtteri Bottas à l'arrivée de cette course. Comment battre Lewis? Déjà, il m'a souvent battu en qualif pour quelques centièmes. Je dois mettre ces quelques centièmes de mon côté. En course, j'étais très bien avant le premier drapeau rouge. Une fois que Lewis est passé, j'ai tout essayé, mais il n'y avait aucune occasion. Ça va tourner pour moi à un moment donné, alors je vais continuer à pousser. Valtteri Bottas, la méthode couée. Et vous allez voir, Tiffany Cromwell était vraiment presque aussi triste que lui, voire un petit peu plus. Ça va s'afficher forcément dans le barco. Valtteri Bottas, il va jamais y arriver. Le regard perdu. Il va jamais y arriver, Valtteri Bottas. C'est terrible. Alors, limite, on a été très dur. Ce que je veux dire, c'est qu'on était très dur avec Valtteri Bottas ces dernières semaines. Ah bon? Quand tu vois le week-end qu'il fait, non mais quand tu vois le week-end qu'il fait ce week-end, tu te dis, la limite, ça commence à faire un peu de peine en fait. Moi, non, alors, je suis pas tout à fait d'accord parce que dimanche, enfin, on a vu un pilote se mettre dans la peau de quelqu'un qui veut attaquer son coéquipier et pas quelqu'un qui est passif. Enfin, il est devenu actif. Non, je suis désolé. Enfin, c'est quelqu'un qui est devenu actif, qui a dominé les séances d'essais libres, qui certes en qualif. Il lui manque toujours quelques centièmes, mais ça c'est face à Lewis Hamilton. Ah oui, c'est normal. C'est très compliqué d'aller le chercher. Avec Rosberg, ça se battait à coups de millième. Et en course, il s'est mis dans une posture où justement il a dit non, je veux vraiment le battre. C'est pas genre en mode oui, bah je suis ce que mon ingénieur dit. Non, vous me mettez les coms opposés à Lewis, c'est moi qui vais faire le taf sur les pistes, c'est moi qui veux aller le chercher. Sur le restart, il a fait ce qu'il devait faire et ce que n'importe qui d'autre aurait fait. Et en premier lieu, Lewis Hamilton sur le restart. Donc moi, je trouve que justement, sur cette course-là, il s'est mis dans une position d'attaquant, de quelqu'un qui veut aller chercher en championnat et on n'est plus dans ce passif total où il est trop timide. Là, enfin, je l'ai vu pour une première fois attaquer, quoi. Moi, ça m'a fait plaisir. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça, il y a aucun souci là-dessus. Maintenant, en tout cas, enfin. c'est bien parce que cette attitude, elle a vraiment changé le résultat. Hein. Purée. Il me rend ouf. Mais j'ai une question. Pourquoi on fait une émission si on parle de résultats, prenons le classement. On fait une émission de 5 minutes. Non, le 1, il a dit sur 10. Le 2, il a dit sur 10. En fait, moi, je l'ai jamais vu en mesure d'aller attaquer. Un tour à la fin. Un tour, tu te dis, peut-être. Alors, sur le dernier tour, très intéressant. J'ai revu il a relâché. Non, il s'est loupé au premier freinage puisqu'il est sorti très très large et c'est là qu'il perd les 3-4 secondes. D'accord. Accordé, monsieur l'arbitre. Moi, c'est sur les qualifications. Alors, moi, Bottas, j'ai toujours dit, ça a toujours été ma ligne de conduite, Valtteri Bottas. que ce Valtteri Bottas, qu'on le veuille ou pas, il est, en termes de talent, ça va paraître dur ce que vous voulez, mais il est inférieur à Lewis Hamilton. C'est peut-être dur, ça c'est va. pas un scoop. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en soi, essayer de rivaliser avec Lewis Hamilton, il va falloir prendre des risques, et c'est ce que tu dis sur le dernier tour. Il a pris des risques, il se plante, c'est pas grave, il a essayé. Maintenant, sur les qualifications, c'est rageant, effectivement, de le voir à chaque fois. Je lisais, je crois que c'est Canal qui disait ça, sur les 4 derniers Grands Prix, il y a 3 séances de qualification, il termine à moins de 5 ou 6 centièmes de Lewis Hamilton. C'est rien. Mais c'est pas Mais c'est tout, en fait. On a l'impression qu'il est prêt, qu'il est tout proche de Lewis Hamilton, mais on a aussi l'impression que Lewis Hamilton, quand il veut... Et en fait, il est si loin de Lewis Hamilton. En fait, on a même l'impression qu'il est super utile, ce Bottas, parce que quelque part, il continue de pousser Lewis Hamilton sans le menacer. Quoi. Mais c'est son rôle. C'est ça qui est incroyable. Mais c'est pas... Attends. Est-ce que c'est son rôle Est-ce que c'est son rôle dans sa tête à lui? Est-ce qu'il a accepté ce rôle-là? Parce qu'à ce moment-là, qu'il ne prenne pas cette posture en voulant être champion du monde. S'il veut être champion du monde, je ne vois pas comment il peut l'être en restant là et en se prenant une avoine chaque week-end et en vivant le même week-end et la même rengaine tout le temps. Il se fait écœurer de la même manière tout le temps. Il domine les essais libres. Lewis, il accélère à un moment donné en fin de Q2 et derrière, l'autre mentalement, il est pourri pour tout le week-end. Valtteri Bottas, qu'est-ce qu'il doit faire pour être champion du monde? Pour moi, se barrer. Et prendre la décision, lui, de se barrer. Il a la meilleure voiture. Comment veux-tu? Il doit aller chez Red Bull, chez Renault, chez Ferrari pour être champion du monde. Il a la meilleure voiture aujourd'hui. Williams. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est fini? Bah oui, allez, mais bon. je pense 2022, les cartes sont rebattues.
Si aujourd'hui il veut sortir de ce giron Lewis Hamilton, il doit, pour moi, tenter un pari de rejoindre une autre écurie, un autre projet, mais comme Ricciardo l'a fait pour sortir du giron Max Verstappen et tenter quelque chose, tenter quelque chose de La différent. différence, c'est que Ricciardo n'avait pas la meilleure voiture à ce moment-là. Il n'était pas titulaire de la voiture qui, en ce moment, pouvait, oui ou non, lui permettre d'être champion du monde. Valtteri Bottas, il a cette opportunité-là. Science-fiction, on ne le souhaite pas, évidemment. Lewis Hamilton, demain, il a un accident. Il doit, comme Marc Marquez en MotoGP, il doit manquer la saison. Il doit manquer 6 mois. Valtteri Bottas, il se retrouve en pôle pour jouer le titre. Super titre. Si demain, Valtteri Bottas, il est chez Red Bull, il est chez Renault, il est chez Racing Point, il est où tu veux, il ne jouera pas le titre. Pas demain. Une petite réaction. Oui, non, Pierrot, une petite réaction. pour Encore une conclure. fois, on a reproché à Bottas beaucoup de choses, et je pense à juste titre. Mais là, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'avoir été dans cette position d'attaquant, de vouloir aller chercher quelque chose. Parce que sur toutes les courses précédentes, je suis désolé, il n'était pas en position d'attaque, il n'était pas en position de menacer Lewis Hamilton. Là, je l'ai trouvé. Alors certes, il reste derrière, certes, ça ne change pas le résultat, mais il s'est mis dans une position où justement, il veut aller chercher Lewis Hamilton. C'est l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, rien que Bien ça sûr. déjà, c'est le premier pas pour aller chercher et essayer de pousser Hamilton dans Et son on veut le voir sur rapprochement. un an maintenant. Et pour terminer, quand on regarde sur toute la course, alors certes, on n'a pas beaucoup vu les Mercedes parce que c'était plus intéressant derrière, comme d'habitude, mais là, pour la première fois, j'ai envie de croire Lewis Hamilton dans le sens où il dit Valtteri m'a poussé, et c'est vrai Ah oui, parce tout que au long du week-end. justement, il l'a poussé en course pendant tout le week-end. Alors oui, il ne l'a pas inquiété, mais c'est un premier pas parce que jusqu'à présent, Hamilton, il était sur un petit nuage. Là, il a mis un peu plus la gomme et du coup, il était quand même devant. Maintenant, est-ce que, à l'avenir, Bottas arrivera à jouer le jeu psychologique comme l'a fait Nico Rosberg ? On saura sur les prochains Grands Prix. Vous parliez de résultats et de manières. On va en parler tout de suite avec ce 4e enseignement, la Bérésina Alpha, bien aidée, on peut le dire, par le cadeau des commissaires. La Bérésina Alpha, c'est Giovinazzi, pas forcément très net sur l'accrochage d'ailleurs au départ. Le fond plat de Raikkonen qui s'arrache justement cet accrochage au départ et qui va faire en sorte bien que le Finlandais n'ait très peu de rythme tout au long de cette course. Un premier arrêt catastrophique, bien sûr, pour Raikkonen, pénalisé d'ailleurs ensuite pour avoir coupé l'entrée des stands en fin de course. Et puis le cadeau des commissaires, tiens, qui est tombé comme ça du ciel. Lors du dernier restart, Raikkonen et Grosjean ont été autorisés à rattraper leur tour de retard. Ils se sont retrouvés dans le même tour que les autres. Et au final, ça offre les premiers points de la saison pour Kimi Raikkonen qui fait P9. Parlez-moi un peu de ce week-end. Je crois que Pierrot voulait parler un petit peu du week-end de Alpha et Hamza voulait surtout revenir sur le cadeau des commissaires. Alors, non, c'est con, je voulais commencer sur le cadeau des commissaires, mais bon, du coup, je vais commencer sur Alpha. Rien ne va plus chez Alpha. J'ai l'impression que Julien Simon-Chautan, donc l'ingénieur de Raikkonen, et Raikkonen, ils ne s'entendent pas. Il y a un manque de communication ou un manque de compréhension entre les deux qui est énorme. Vous n'avez qu'à regarder les on-board sur la F1 TV Pro avec les communications de l'ingénieur. On a l'impression qu'il n'y a rien qui va, qu'ils savent que autant Raikkonen pose les questions et Julien Simon-Chautan répond à côté de la plaque et inversement. Enfin bref, j'allais dire malheureusement, excusez-moi du terme, mais le bordel. Les pneus qu'on ne couvre pas la semaine dernière à Monza. Là, l'aileron où Julien Simon-Chautan lui dit dans le premier tour, après son accrochage, non, l'aileron va bien. L'autre, il lui dit, bah non, gros, j'ai pas de front-end, donc j'ai pas de train avant, donc non, il faut changer l'aileron. Ah oui. C'était quoi les dégâts ? Attends, je sais pas. Gros, tu viens de voir la voiture passer au stand. Ah oui, alors juste à droite, c'est tout ce qu'on peut te dire. Je sais pas ce qui se passe chez Alpha, il y a un manque de performance, j'ai l'impression qu'il y a un manque de management, je sais pas si c'est un manque de motivation. Raikkonen, il en a marre. À Monza, il a envoyé balader Julien Simon-Chautan au moment du drapeau à damier en mode je crois que c'est P13. L'autre, il lui a lancé un... Bon, bref. Je sais pas ce qui se passe chez Alfa Romeo, c'est dur. Les commissaires. Le résultat ou la manière, Hamza ? Qu'est-ce qu'on retient ? Très honnêtement. Toujours la manière. Évidemment, ça, tout sport confondu. Non, mais moi, je trouve ça honteux que Kimi Raikkonen soit dans les points. Comme de la même manière, je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux que Romain Grosjean ait eu l'opportunité. Bon, malheureusement, il n'avait pas la voiture. Mais on parle de 2 pilotes qui avaient un tour de retard au moment du dernier restart. On parle de George Russell qui a été dans les points sur quasiment l'ensemble de la course au moment du dernier restart. Et parce que on ne veut pas gêner, ce qui en soit, l'initiative est bonne. Parce que cette règle finalement elle est récente. Avant, tu avais sur une safety car, tu avais par exemple Lewis Hamilton. Éventuellement, tu pouvais avoir 1, 2, 3, 4 retardataires. Puis tu avais le deuxième, par exemple Valtteri Bottas.
on veut resserrer et ne pas gêner la bataille devant. D'accord, mais dans ces cas-là, ne permet pas aux pilotes qui ont un tour de... Si Kimi Raikkonen avait 3 tours de retard, c'est déjà arrivé, on a déjà vu des Williams ces dernières années avoir 3 tours ou 4 tours de retard sur les Mercedes. On fait quoi? On les laisse rattraper 4 tours? Et au final, tu te retrouves avec des Williams qui éventuellement peuvent jouer les points. Oui. Moi, je trouve ça anormal, très honnêtement, très anormal que Kimi Raikkonen et Romain Grosjean aient l'opportunité de se battre pour les points. Si jamais on ne veut pas gêner la bataille devant, il n'y a pas de problème. On les relègue au fond de grille pour le départ, pour le nouveau départ. Non. Avec ce tour de retard toujours comptabilisé. La parole à l'avocat de Kimi Raikkonen qui est en plateau avec nous, qui a fait le déplacement une de petite très très précision loin. juste pour 30 Vas-y, secondes. vas-y. Juste pour 30 secondes. En fait, moi, je rejoins Hamza. Juste que le plus gros problème, c'est qu'ils ont eu un tour de chauffe de plus. En Oui, plus, c'est ça. Et que, attends, derrière, tu regardes les on-board quand eux, ils le prennent le départ de départ. Raikkonen, il est Mais incroyable. il Chez fume Grosjean tout aussi, le monde. d'ailleurs. Grosjean et Raikkonen fument tout le monde. En priorité, Russell, qui du coup se retrouve derrière les deux Ferrari, Il se retrouve dernier. et il se retrouve dernier. Bon. Et d'ailleurs, oui, donc le Donc petit c'était bonus, juste, effectivement, le départ de Raikkonen, par contre, ça, on ne pourra pas lui enlever, il est exceptionnel. Maître Germain, Oui. représentant d'un célèbre pilote finlandais cité précédemment, qu'avez-vous à dire pour sa défense? Il met 2 points. Non, en vrai, j'ai pas grand chose à dire pour la défense de Raikkonen. C'est plus, Non, mais plus c'est pas Raikkonen qui est... Bah oui, voilà, c'est plus Bien sûr. la FIA. Après, en fait, je vois pas pourquoi on s'en fait un fromage maintenant, alors que ça fait quand même des années que c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Donc, Mais en fait, là, il y a 11 non, là, pilotes c'est juste que t'as vraiment le seul 12. pour Russell. Ouais, En fait, Oui. t'as vraiment Aussi, mal oui, pour aussi. Russell, en fait. Mais en fait, c'est plus visible parce que tu as 12 pilotes qui terminent et avant, t'en avais peut-être 18 et du coup, c'est pas quelque chose qu'on pouvait voir. Alors que Russell, là, en qui, l'occurrence... petite stat, vient quand même de boucler son 30-0 sur son coéquipier en qualification. Voilà. Juste pour vous dire, que ce soit Latifi ou Kubica, 30-0 pour Russell. Non mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais après, à ce moment-là, tous les restarts sont problématiques en termes de mérite. Il y a plein de moments où tu te retrouves à 1 minute et finalement, comme tu as changé de pneu au bon moment, tu te retrouves plus du tout à 1 minute et tu vas dépasser. Je veux dire, oui, il y a un tour de retard, oui, il aurait pu y avoir 2 tours de retard, mais à partir du moment où il y a un red flag et il y a un restart, la course redémarre. Tu crois que ça ne le fait pas suer Hamilton de se dire qu'il fait 3 fois l'écart et que 3 fois il doit le refaire? C'est À vrai. chaque fois, C'est vrai. on doit recommencer. Et le problème est le même pour tout le monde. Ça fait des années qu'à chaque fois qu'il y a une safety car, il y a des perdants, il y a des gagnants. Et c'est super, et c'est ainsi comme ça. Merci Brice Hermann dans cette belle truc. On est un petit peu à la bourre. Il y a des gagnants, il y a des perdants. C'est la Formule 1, bien évidemment. C'est ça, Et c'est comme ça le sport. Regardez, il y a peut-être même des gagnants au classement des pilotes là, justement, qui s'affichent. Le grand gagnant, c'est forcément, bien sûr, Lewis Hamilton. 55 points maintenant d'avance pour le pilote britannique. Ça se resserre un petit peu plus entre, bien sûr, la 4e place de Norris et jusqu'à, on peut le dire, Daniel Ricciardo et même Charles Leclerc. On regarde aussi également le classement des constructeurs où là, pas de suspense. Mercedes bien en tête, Red Bull bien accroché à sa 2e place, McLaren également bien accroché à sa 3e place. D'ailleurs, c'est très serré entre Racing Point et on peut même descendre jusqu'à oui, même Alfa Romeo, si tenté bien sûr que ces équipes de la 2e moitié puissent remporter des courses. Tout de suite les amis, on reste ensemble parce que c'est l'heure du décryptage. Un homme que vous aimez beaucoup va venir nous rejoindre, c'est monsieur Alex Caldi. Le Grand Prix de Toscane marqué par le chaos, on l'a vu, on l'a dit, le chaos notamment au restart et bien suite à la première safety car. Alex va nous en parler. Salut Alex déjà pour commencer, comment ça va? Ça va et toi Manu? Bah, Ça va super, très bien. impeccable, Pour une fois, j'ai pas mis de nickel. chemise. Oui, c'est vrai, ce Ouais, popule te va bien. Fin du 6e tour, on va se remettre un petit peu bien sûr dans le contexte. On est à la fin du 6e tour sur la piste du Mugello. Relance sous safety car et énorme crash à l'arrière du peloton. Beaucoup de questions à se poser, Alex, après cet incident qui aurait pu être d'ailleurs dramatique. Que s'est-il passé déjà pour commencer? Bah, il faut comprendre ce carambolage. Il faut d'ailleurs d'abord comprendre en tout cas le règlement sur les relances de safety car. On va le voir avec la règle la suivante. En tout cas, l'article 39 alinéa 13 du règlement sportif de la FIA. La première voiture en ligne derrière la voiture de sécurité peut dicter le rythme. Exemple avec Valtteri Bottas. À partir du moment où les feux de safety car sont éteints, les pilotes doivent procéder à un rythme qui n'implique aucune accélération au freinage irrégulier, ni aucune autre manœuvre mettant en danger d'autres pilotes ou empêchant ainsi le redémarrage. Lorsque le leader s'approche de la ligne, les drapeaux jaunes seront retirés et un drapeau vert sera affiché sur la ligne. Cette ligne en question, c'est celle de départ arrêtée. Depuis cette année, elle fait office de ligne de relance. Avant, en tout cas, c'était la ligne dite de safety car qui faisait ce travail-là. Elle est placée en haut de cette ligne droite du Mugello. Alors, c'est beaucoup posé la question pendant la course. À qui la faute de ce carambolage sur le
le restart, est-ce que tu as trouvé des coupables ou incoupables? Et ben l'avocat a trouvé 2 coupables. En tout cas, le juge dans cette affaire, le safety car a éteint donc ses feux en fin de 3e secteur. Bottas est leader et donc, comme le dit la règle, c'est lui qui dicte le tempo. Bottas a joué au maximum avec le règlement. Il a avancé le rythme à rythme régulier jusqu'à la ligne de départ arrêtée, dite ligne de contrôle. Il était totalement dans son bon droit. Le problème, c'est derrière. Daniel Kvyat, 9e, laisse un gap important à la sortie de Buccine avec la voiture juste devant lui, la voiture Orange Papa et de Lando Norris. Et pour combler cet écart, Kvyat estime que c'est obligatoire d'accélérer d'un coup pour rattraper Norris, une action contraire au règlement qui interdit, encore une fois, aucune accélération irrégulière. En fait, ce que tu veux dire, Alex, c'est qu'avec, bien sûr, cette action, les autres pilotes derrière auraient pu penser que la course était relancée à ce moment-là. Oui, on va prendre de la hauteur sur cette action. 2 places derrière Kvyat. Un pilote s'est effectivement laissé surprendre par cette accélération du Russe. C'est George Russell avec sa Williams. C'est un peu comme si vous voyez, aujourd'hui avec le Tour de France, vous avez l'échappée, une autre échappée juste derrière et encore ceux qui sont derrière, un peu laissés derrière la course. Et il y a 2 gaps importants à 2 endroits différents, un devant Kvyat, le Russe, et un autre devant George Russell. Le Britannique voit partir au loin Kvyat et Ocon juste derrière l'AlphaTauri. Il estime donc qu'il doit rattraper rapidement les voitures de devant. Reprise de gaz beaucoup plus importante par rapport à Kvyat, quasiment synonyme à l'oreille si on l'écoute. Vous pouvez l'écouter chez vous sur la F1 TV, à l'écoute du moteur, à une reprise de rythme de course. Dès qu'il arrive sur Esteban Ocon, il est obligé de s'arrêter parce que la course n'a pas encore repris. Ces 2 actions sont contraires au règlement et ça crée donc de la surprise et ces 2 actions sont dangereuses. Et surtout, Alex, ces 2 actions, on avait l'impression d'être un petit peu sur le périphérique avec un trafic un peu en accordéon. Oui, c'est comme sur l'autoroute, sauf que là, on est à 250 km/h. C'est vraiment des tanks, ces Formule 1. Elles vont très vite. En plus, Kevin Magnussen, lui, suivait George Russell. Il est obligé de freiner derrière le Britannique. Les images derrière parlent d'elles-mêmes. En caméra embarquée avec Antonio Giovinazzi dans le sillage de Nicolas Latifi, le Canadien est derrière Kevin Magnussen. Les deux pensent, comme ceux derrière, que la course est repartie. Mais en 1/10 de seconde, regardez, Giovinazzi, et lui est à fond sur l'accélérateur et voit Latifi se décaler. Et puis tout d'un coup, il voit l'arrière de la Haas, l'arrière du Danois, devant lui. L'accident est inévitable. Regardez cet accrochage, c'est assez terrifiant de voir cette action-là. Même chose pour Carlos Sainz qui vient s'emplâtrer dans l'Alfa Romeo. 4 abandons dans ce crash, 4 pilotes qui se sont fait très malheureusement surprendre. Le problème, Alex, c'est bien sûr la question de la sécurité que tu viens d'aborder. Est-ce que ce cas pourrait faire jurisprudence à l'avenir? De 1, le crash est très violent, entre des voitures en haute vitesse qui arrivent sur des voitures quasiment à l'arrêt. Le halo a joué un rôle de survie encore, notamment pour Carlos Sainz qui a vu la voiture de Giovinazzi lui rebondir sur le halo, mais pas seulement, parce que oui, effectivement, de 2, il y a les débris qui s'échappent des voitures. C'est un amas de petits et grands débris qui s'envolent dans les airs. Sainz va arriver sur son halo. Regardez, un élément de la Haas à plus de 200 km/h, ça aurait pu être dramatique. Celui qui l'a échappé belle dans cette histoire, c'est un autre pilote, c'est Romain Grosjean. Lui a pu continuer dans cette histoire et il n'est pas resté dans les échappements de Sainz lors de la relance et a pu éviter le crash de justesse. Il s'est pris beaucoup de débris dans le baquet et il a eu de la chance que qu'il n'ait pas pu se faire de mal corporellement parlant. Grosjean était très en colère, c'est lui d'ailleurs le président de la GPDA en Formule 1. Il était en colère à la radio en disant « Ils veulent nous tuer ou quoi ? C'est la pire chose que j'ai pu voir de ma vie ». Et en disant juste après d'ailleurs à la radio que la personne qui avait ralenti dans le peloton devait se faire bannir. Ce sont des propos quand même assez durs. Nul doute qu'après un énorme incident comme celui-ci, la FIA va quand même devoir se poser les bonnes questions sur le fait de continuer à faire des relances sur la ligne de départ arrêtée, comme sur certains circuits, ou plutôt se rabattre sur la ligne de safety car. Valtteri Bottas se posait cette question après la course. On peut se la poser également. Peut-il être le temps de se demander si c'est juste et sécuritaire de continuer en tout cas à ainsi faire en Formule 1. Merci beaucoup, Alex. Reste 2 minutes avec nous parce que je voulais vous relancer, Brice et Hamza, sur cette question. On a beaucoup parlé de la sécurité ce week-end. Est-ce que vous avez eu peur, vous notamment sur ce move, mais sur peut-être d'autres moves aussi? Est-ce que vous avez eu peur parfois pour les pilotes? En fait, les départs lancés provoquent toujours un peu ça. C'est juste qu'aujourd'hui, on a eu la conséquence de ce qui peut se produire dans un départ lancé. Donc, ça ne me fait pas forcément peur parce que, certes, on a haute vitesse, mais on n'est pas au plein potentiel. C'est regroupé. Je pense pas qu'ils vont se faire mal. C'est possible, mais non, j'ai pas forcément eu très très peur. Je sais pas toi, mais... C'est au niveau des caméras embarquées où je trouve quand même que c'est assez impressionnant. Notamment l'instant où Latifi se décale et que derrière tu as Giovinazzi. Voilà, ça peut arriver. Moi, j'ai pas envie de trouver de coupable ou de responsable côté pilote, plutôt du côté des hautes instances. C'est plutôt des règles à changer. Les pilotes, ils font ce qu'ils ont à faire, entre guillemets, pour leur propre intérêt au niveau de la course.
n'y a pas eu de volonté de mettre en danger qui que ce soit. Malheureusement, c'est arrivé, mais c'est la F1. Merci beaucoup Alex en tout cas pour ce très beau décryptage. Nous on passe tout de suite au débat, on va parler de la Scuderia Ferrari. Week-end catastrophique encore, en tout cas dans le contenu pour la Scuderia Ferrari qui a réussi à marquer des points. Oui, c'est vrai qu'ils ont sauvé un petit peu les meubles, mais après Monza, après Spa, eh bien l'addition commence à être corsée pour les rouges. On va se poser tout de suite une première question, les amis, dans ce débat. Pardon, excusez-moi. On va poser tout de suite une question dans ce débat. Regardez, c'est une question très sérieuse. Ne l'oubliez pas, est-ce que la SF1000 ne serait pas la pire Ferrari de toute l'histoire à la lutte avec les écuries de fond de grille Williams, Haas et Alpha? On vous a mis également le pire classement depuis 1980 à mi-saison. 1980, c'est la pire saison dans l'histoire de Ferrari. Et le moteur en talon d'Achille. On se rappelle qu'Enzo Ferrari doit se retourner dans sa tombe puisqu'il avait érigé le moteur comme bien sûr la grande obsession du génie italien. Est-ce que la SF1000 est la pire Ferrari de l'histoire moderne et contemporaine de la Formule 1? Moderne, c'est sûr. Ouais. Moderne, c'est sûr. Il y a peut-être la 2009, la F2009 qui était pas top. était pas folle. Heureusement qu'il y avait Kimi, le roi de Spa, pour aller chercher une victoire. Mais dans cette époque où c'est réglementé à mort sur les évolutions, tout ça machin, et que du coup, Ferrari ne peut pas répondre une voiture comme elle le souhaite, je pense que c'est la pire. Avant, évidemment, il y a eu des horreurs en 72, en 73, en 84, où vraiment Ferrari a fait des trucs. La 312 23, je crois, un truc comme ça, c'était avec son aileron avant en chasse-neige, là, c'était l'horreur, c'était affreux. Elle terminait même pas les courses, c'était horrible. Mais dans l'ère moderne, dans ce qui se fait actuellement, je crois pas qu'on ait vu pire. En fait, le problème de Ferrari, notamment sur cette SF1000, c'est que Ferrari a jamais été vraiment précurseur sur les nouvelles technologies. Ferrari a été l'un des derniers à mettre un moteur à l'arrière, parce qu'il disait toujours que le moteur devait se trouver à l'avant, par exemple. Donc là, c'est un constructeur qui s'est toujours focalisé sur ce qu'ils avaient à court terme devant eux et qui n'a pas essayé de prendre beaucoup on va dire d'avance sur ce qui arrivait devant à plus long terme. Bien sûr, sur l'histoire de Ferrari, il y a eu quand même quelques moments où ça a été la gloire, mais là effectivement la SF1000 elle est loupée au niveau du moteur, elle est loupée au niveau du châssis, et ça fait quand même déjà beaucoup. Oui, je pense qu'on a. On avance, c'est bien dans ce débat. On a besoin de temps, justement, on en manque un petit peu. Regardez le deuxième tableau et on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, bien sûr. Sur cette Scuderia, est-elle indigne, bien sûr, de la Ferrari? Pourquoi, surtout, Ferrari ne gagne plus? 13 ans d'attente pour un titre pilote. La dernière fois, c'était Raikkonen, bien sûr, en 2007. 6 fois, un pilote Ferrari est arrivé à deuxième place, bien sûr, de ce classement pilote. Le classement constructeur, 12 ans d'attente. On le voit, la période 99-2008, c'est 8 titres. 2008-2020, 0 titre. Et surtout, cette question, Ferrari est-elle éternelle? Alors, je vous ai mis quelques petits exemples de résilience, de résurgence, on va dire, de la Scuderia Ferrari. 1975, 50 dominations après 10 ans sans rien. 83, un an après le terrible décès de Gilles Villeneuve, Patrick Tambay l'emporte et c'était à l'époque comme un symbole. 88, le doublé Ferrari à Monza, 3 semaines après la mort d'Enzo Ferrari, à un moment où la Scuderia est nulle part. Et puis 2000, une hégémonie après 21 ans de disette. Regardez la petite déclaration qu'on voulait partager avec vous. C'est John Elkann, excusez-moi, le grand-père, le petit-fils plutôt de Gianni Agnelli, qui disait: l'écurie traverse sans aucun doute une période difficile, mais les origines remontent à loin. On n'a pas gagné de championnat depuis près de 10 ans. Il y a eu le cycle Red Bull grâce à l'aéro, le cycle Mercedes grâce à ses compétences sur le moteur hybride. Aujourd'hui, nous ne pouvons rien espérer de mieux que poser les bases pour retrouver la victoire en 2022. Pourquoi Ferrari ne gagne pas, les amis? Pourquoi Ferrari doit encore attendre jusqu'à 2022? Déjà, la fin de cette déclaration m'exaspère déjà. Aujourd'hui, je sais que Ferrari, en 2022, sera encore en retard. Il faut aujourd'hui poser les bases pour 2022. Mais les bases... elles sont là depuis 1000 grands prix. Mais on a déjà parlé que... Il fallait les poser avant.
Mais Ça se attends, prépare une réglementation, une nouvelle mais réglementation. c'est gangréné jusqu'à l'os. Enfin, tu sais très bien qu'on peut pas arriver en disant bon, on va être compétitif en 2022. En fait, le problème, c'est que déjà, ils font tout différemment des autres, premièrement, et qu'ils n'acceptent pas qu'aujourd'hui, avec une technologie aussi complexe que celle de la Formule 1, il y a de moins en moins de solutions possibles et de chemins possibles pour arriver à la performance. Donc, ils font différemment, mais ils s'accrochent à leur concept différent sans se rendre compte vraiment que ça ne fonctionne pas. Donc là, maintenant, ils ont compris. Visiblement, ils vont changer pour 2022. Mais attends, mais il y a tellement de choses à changer. Tu veux pas changer ça en un an et demi? Évidemment que ça va être long. Évidemment. Ferrari est éternelle, je sais pas, mais en tout cas, elle renaît de ses cendres à chaque fois, et ça, c'est beau. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à faire une énième renaissance? Parce que là, ça commence à devenir très compliqué. On l'a vu avec, depuis le départ, finalement, de Jean Todt et puis de Michael Schumacher. On a eu une continuité quand même, parce que les bases d'un succès ne s'en vont pas du jour au lendemain. Il y a eu une continuité un petit peu avec Kimi Räikkönen et Felipe Massa. Derrière, quand Alonso est arrivé, ça a été compliqué. On a tous craché sur Alonso en disant c'est scandaleux, machin, truc, il a pourri l'équipe, etc. Vettel est arrivé pour reconstruire. C'est pas beaucoup mieux. La reconstruction, je sais pas où elle se trouve, mais en tout cas, elle n'a pas été efficace. Maintenant, ça va être à Charles Leclerc de prendre ce rôle-là de leadership dans l'écurie, et pas un leadership que sportif, mais humain aussi, de pouvoir driver et de mettre tout le monde derrière lui pour pousser toute l'écurie vers le haut. Donc, il y a toute une question de management derrière et de pilote aussi à resserrer un petit peu les vis. Et faudrait regarder, alors je suis pas expert du coup sur l'histoire entière de Ferrari, mais généralement c'est quand il y a quelqu'un qui a un peu une poigne de fer pour justement pousser et extraire le mieux de l'écurie Ferrari, et faut qu'elle soit un peu plus globale que trop italienne, peut-être que ça ne fonctionne pas après tout. La vision de globalité, justement, il faut être long-termiste, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans la vision. Et aujourd'hui, on éteint des feux. Chez Ferrari, on ne cherche pas à construire une maison, on éteint des feux. Et c'est pas le but. Le but, c'est quand même de revenir sur le devant de la scène, pas d'essayer de corriger les petits trucs qui vont pas. Il faut se poser, repartir d'une feuille blanche et essayer de voir dans la conception de sa voiture qu'est-ce qui n'a pas été. Et je pense que c'est le travail qu'ils sont en train de faire pour 2022. Mais effectivement, ça peut pas arriver tout de suite comme ça. On est dans un monde où il faut évidemment préparer sa voiture des années, préparer son concept des années. Et en l'occurrence, quand tu repars d'une feuille blanche, évidemment. Ouais, mais là, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils repartent pas d'une feuille blanche. en fait. C'est qu'en fait, on est toujours avec Ferrari dans la reconstruction. 2022. Oui, non, mais d'accord, mais c'est la reconstruction. c'est pas une feuille blanche. On est tout le temps dans la reconstruction. Avec Alonso, avec Vettel, demain ce sera avec Leclerc. Là, Vettel, il s'en va, il va pas reconstruire une écurie, là, il va construire une écurie avec Aston Martin. Et si ça lui plaît pas, il se casse. Mais tu veux faire quoi? oui, mais là, à un moment donné, alors, je sais pas s'il faut tout changer chez Ferrari, je sais pas ce qu'il faut faire, mais il y a un problème de reconstruction. Ça ne fonctionne pas. Il y a quand même un truc intéressant. Brice, tu disais repartir d'une feuille blanche. On avait eu un débat il y a plusieurs semaines sur Binotto doit-il quitter la Scuderia Ferrari? Et est-ce que c'était pas le moment, puisque tu étais bloqué jusqu'à 2022 pour attendre bien sûr le retour à de nouvelles réglementations et la possibilité d'avoir une voiture qui puisse jouer le devant de la scène? Est-ce que c'est pas le moment? Je vous repose la même question que je vous ai posée il y a 3 semaines, vous m'aviez dit non. Est-ce que c'est pas le moment justement de repartir d'une feuille blanche et de remettre à plat tout cet organigramme chez Ferrari? Moi, j'ai un peu changé d'avis quand même. Ouais. J'ai un peu changé d'avis parce que j'estime que Binotto endosse trop de casquettes. Et qu'aujourd'hui, bien l'image. Là, ça représente bien. Genre, il a 3 jobs. Il a le job d'un Helmut Marko, il a le job d'un Christian Horner, il a le job d'un Adrian Newey dans cette écurie. En fait, il conceptualise tout et au final, il peut pas être sur tous les fronts, surtout dans une écurie qui est aussi mal embarquée que Ferrari. Il faut des hommes forts, des hommes recrutés d'ailleurs, qui arrivent avec un œil neuf et pas un œil qui se ressasse dans le cercle italo-italien de Ferrari. Il faut arriver avec de nouvelles idées, une nouvelle conception. Et là, en fait, ils s'enferment dans une conception qui ne les mènera à rien. Le concept ne fonctionne pas, on l'a dit plein de fois. Et si tu n'amènes pas un œil neuf, une vision neuve, ça ne fonctionnera pas. Le problème, c'est que cette politique un peu court-termiste, ça force Ferrari à ne pas pouvoir partir d'une feuille blanche. Ferrari ne peut pas se dire aujourd'hui ou en 2019, en 2018, ne pouvait pas se dire ok, enfin en 2018-2019, il gagnait à l'époque. Il y avait ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, Ferrari ne peut pas se dire ok, on peut même pas déclarer publiquement, on va sacrifier 2021. Attendez-vous à voir Ferrari se battre avec Haas, Alfa Romeo et éventuellement Williams pour F. Mais 2022, on va construire une voiture. Ça, c'est pas possible. Parce qu'il y a la pression. On en a déjà parlé de toute façon. On va pas revenir sur ça lors de l'émission Binotto. Et aujourd'hui, ça coûte à Ferrari
En fait, à chaque fois, c'est une reconstruction, comme tu disais, c'est un nouveau cycle, mais un nouveau cycle de reconstruction. Et à chaque fois, tu vas tomber à un moment sur plus fort que toi. Je pense que cette affaire du débitmètre, elle peut changer beaucoup de choses parce que par exemple depuis 2014, Ferrari a créé un moteur et il a le même problème depuis 2014, c'est qu'il surconsomme ses consommables justement, son huile, son essence et le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à le faire fonctionner avec des consommations qui sont dans les règles. L'huile c'était pareil, ils avaient un petit réservoir d'huile en plus, Mercedes avait ça aussi, l'essence c'est pareil et aujourd'hui avec l'affaire du débitmètre, on leur dit vous ne pouvez plus bricoler. Enfin, c'est soit vous vous tapez un moteur comme cette saison, et il va falloir faire très longtemps, soit vous repensez votre truc. Et du coup, je pense que cette affaire-là, qui est en train de les plonger dans la plus grande sauce de leur histoire, en tout cas l'histoire moderne, va certainement les obliger à repenser leur manière de faire. Et en ça, pour le coup, je suis assez optimiste, parce qu'ils ne bricoleront plus, ils ne peuvent plus bricoler. Tu peux plus faire ça. Et tu peux plus, mais ils vont quand même le faire. Il y a une vraie question, on va pas trahir de secret, on a regardé un Grand Prix ensemble il y a 2 ou 3 semaines, il y a une vraie question que tu posais, Brice, en off comme ça, c'est de dire est-ce qu'un jour Ferrari peut devenir une écurie banale, c'est-à-dire ne plus être une grande écurie. L'histoire nous a montré que dans les années 90, Ferrari était devenue une écurie entre guillemets un petit peu banale pour redevenir l'une des écuries qui a marqué l'histoire de ce sport. Est-ce que quelque part ce pouvoir de résilience, est-ce que c'est quelque chose qui ne peut pas quitter Ferrari quelque part avec l'ADN qu'ils ont Ça peut pas quitter Ferrari parce qu'ils n'admettent jamais l'échec. C'est tout. Voilà. À partir du moment où tu n'admets pas l'échec, tu restes concentré sur ce que tu as fait avant. Tu ne regardes jamais devant et tu ne te remets jamais en question pour justement reconstruire ou construire d'une feuille blanche. C'est ce qu'a fait au final Jean Todt. Il a pris du temps avant de pouvoir reconstruire Ferrari et d'arriver à cette hégémonie qu'on a connue dans les années 2000. Avant de gagner, ça a pris du temps. On s'est fixé des objectifs, on est allé au bout. Là, dès que ça marche pas sur 2-3 ans ou qu'il y a un problème avec un pilote, on le vire. Et c'est ça le problème. Moi, j'ai peur pour Charles Leclerc. C'est qu'à un moment donné, Leclerc, peut-être qu'il va se dire, c'est en train de foutre ma carrière en l'air. Et c'est un très très gros problème parce que là, du coup, au final, on prend les pilotes pour essayer de combler le déficit qu'on se cache et qu'on n'admet pas que c'est une erreur. Donc moi, c'est ça qui me pose le problème. Regardons justement cette machine à broyer les carrières Ferrari des champions du monde qui ont échoué, de Prost à Vettel en passant par Alonso et Raikkonen. Et cette question que tu posais, justement Leclerc, attention à Leclerc, peut-il reprendre la recette Michael Schumacher et comment peut-il réussir là où les autres ont échoué, les Prost, les Alonso, les Raikkonen, les Vettel. Est-ce qu'il y a danger pour Charles Leclerc? C'est marrant, Julien Febvre disait la même chose dimanche après-midi après la course. Je trouve qu'il y a moins de danger pour Leclerc que pour les autres parce que les autres sont arrivés avec un bagage de champion du monde. Que ce soit Vettel, Alonso ou Raikkonen qui donc est revenu et par conséquent il y aura peut-être moins cette lassitude et ce côté genre je suis champion du monde, au bout d'un moment je vais me barrer de ce que vous faites avec moi. Lui peut-être qu'il peut être justement ce moteur de se dire qu'il veut être champion du monde et qu'il n'y a pas 36 voitures pour le faire. Ferrari est une des écuries normalement où tu es le mieux armé, en tout cas dans l'usine, avec les connaissances, avec les compétences pour le faire. Donc je pense qu'il aura peut-être plus de patience ou en tout cas peut-être plus d'envie de ne pas attendre, enfin d'attendre justement que ça se règle, à mon avis. Moi, la patience, elle est jamais à rude épreuve. Moi, je suis pas sûr parce que justement, comme tu n'as pas de titre de champion du monde, si demain, science-fiction, toujours 2022-2023, il a une opportunité de viser un top team, je vois pas ce qu'il le retiendrait. Aujourd'hui, on voit la carrière de Daniel Ricciardo. Mine de rien, il est plus proche de la fin de sa carrière que de son début de carrière et Ricciardo, il est toujours pas champion du monde. Est-ce que Leclerc, il va pas se servir aussi, pourquoi pas, de la leçon Ricciardo si jamais un jour il a l'opportunité de quitter Ferrari pour jouer le titre? Et c'est pas l'amour de Ferrari qui le fera rester éventuellement 10e ou 14e du championnat. C'est une époque différente entre les Vettel, entre les Raikkonen et les Alonso, qui eux ont connu une époque où la voiture championne du monde pouvait changer assez rapidement de main quand même, entre Alonso, la Renault, la McLaren, la Ferrari, puis derrière la Red Bull. Ils ont vu ça. Aujourd'hui, un Charles Leclerc qui arrive en Formule 1 et qui est dominé par Mercedes, il a peut-être en tête l'idée que se barrer pour être champion du monde, c'est Mercedes ou rien. Donc peut-être que tu as moins. Mais à partir de 2022, peut-être qu'il y aura une autre équipe. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut bien voir la hiérarchie en place en 2022 et derrière faire son choix. En attendant, on ne peut pas faire des spéculations sur le fait que Ferrari soit horrible en 2022. On sait que sur la fin de cette ère, c'est cramé. Après, voyons ensuite pour la suite, parce que je vois mal une écurie comme Ferrari avec des compétences pareilles sortir une voiture sur 2 réglementations de suite comme ça, totalement pourrie. Le passé nous a prouvé que... Tu vas être surpris en 2022. Le passé nous a prouvé que ça pouvait arriver. J'ai un passé plutôt récent. J'ai bon espoir. Vraiment, j'ai bon espoir.
Messieurs, rien à rajouter sur ce millième Grand Prix de Ferrari. Excusez-moi, je vais y arriver. C'est la fatigue, bien sûr, le Mugello. On termine, bien sûr, ce troisième triple header de la saison. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le débat du jour des pistonnés. Justement, la Scuderia, une équipe à la hauteur du prestige de la maison Ferrari. Les pouces, les commentaires, etc. On est complètement à la bourre. Il n'y aura pas de quiz. Et pourtant, je vous avais préparé un quiz de grande qualité, mais c'est pas grave. On se le fera pour une prochaine fois. Merci Pierrot d'avoir été avec nous. Merci Hamza d'avoir été avec nous. Merci Brice, sans rancune, ce qui s'est passé à la fin de ce truc. C'était parce qu'on était pressés, bien évidemment. Je m'excuse si j'ai été désobligeant avec toi, bien évidemment. Et puis merci Alex Caldi qui était avec nous. Merci la First Team. Merci à vous tous. Bref, on va s'arrêter là parce que sinon on se croira au Festival de Cannes. Bonne journée à tous et on se retrouvera après le Grand Prix de Russie. C'est dans 15 jours. Salut. Ciao. Ciao.